Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast dédié à l'histoire du sport automobile. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir avec moi Alexis Perrin, photographe en Formule 1. Donc bonjour et merci d'avoir accepté de participer à ce podcast. Salut, merci à toi de m'avoir invité, c'est trop cool. Première question un peu basique, comment est arrivée ta passion pour le sport auto et aussi pour la photographie? Bon, le sport auto, c'est venu assez tôt, entre guillemets, grâce à mon père qui regardait énormément la MotoGP, un peu comme tous nos pères qui regardent, du sport auto en général. Mais c'est quand même assez rapidement «disparu» entre guillemets, mais c'est revenu en 2019, quand j'ai découvert Drive to Survive sur Netflix et j'étais en mode: «Oh putain, en vrai, c'est assez fou», je me suis tapé toute la saison dans la soirée. J'étais en mode: «OK, là, j'ai envie de faire de la photo de sport auto» en gros, la photo est venue un peu, par hasard dans ma vie. En gros, je faisais beaucoup de design à l'époque et un ami à moi m'a dit, «Eh, je viens d'acheter un appareil photo et tout, ça serait cool que tu prennes tes photos toi aussi et comme ça, avec les photos qu'on prend, on peut, faire nos affiches». Du coup, j'étais en mode: «Bah, vas-y, trop cool» et du coup, j'ai commencé la photographie dans l'e-sport, le monde des jeux vidéo où du coup, j'en ai fait énormément de 2017 à assez tard. Mais du coup, en 2019, quand j'ai découvert Drive to Survive, j'étais en mode: «OK, trop bien, là, faut que je photographie du sport auto» et du coup, c'est là que j'ai commencé. Je suis allé au Paul Ricard, dans la dernière année, du coup, allé en 2019 en spectateur et du coup, j'ai pris mon appareil photo et là, je me suis dit: «Waouh, c'est une vraie claque, genre, je kiffe de fou» et une année est passée, j'ai essayé un peu de trouver des accréditations, mais c'est pas évident quand on sait pas comment s'y prendre. Surtout, si demain j'ai envie de photographier Roland-Garros, je sais que je dois photographier du tennis. Si demain je veux photographier de la F1, qu'est-ce que je dois photographier? Et en vrai, c'est peut-être pas évident au premier abord. Et du coup, pendant un an, j'ai cherché, sans trop chercher non plus et un jour, je suis tombé sur une compétition qui s'appelle l'Ultimate Cup Series en France j'ai vu que, ils proposaient des accréditations pour les médias et je me suis lancé et c'est passé. Du coup, la photo est arrivée avant le sport auto, quand tu Ouais, t'es vraiment remis dedans? ouais, OK. c'est ça. Et tu t'es formé tout seul ou tu as essayé de trouver des vidéos YouTube? Comment tu as fait pour te former vraiment à la photo, pour t'y mettre et que ça rende un rendu bien? La photo, j'ai commencé en regardant des tutos. J'avais trouvé une superbe chaîne qui avait sorti genre 10 vidéos de 5 minutes, qui expliquaient des concepts de base et après de toute façon, la photo, c'est que de la pratique encore et encore c'est venu un peu naturellement en faisant beaucoup d'événements et j'ai eu la chance de faire énormément d'événements e-sport. Donc en fait, j'ai pu apprendre rapidement les réglages, pourquoi ça marche pas pas beaucoup de tutos YouTube, mais je pense beaucoup de pratique. Du coup, tu as cité l'Ultimate Cup, série que la première accrète que tu as fait. C'est quoi ensuite, les différentes étapes qui t'ont amené, jusqu'à la Formule 1 ou, la Formule 2, j'ai vu que tu as participé. Comment tu es arrivé à aux entre guillemets, aux catégories reines des sports mécaniques? Donc juste après ma première expérience à l'Ultimate Cup, en gros, du coup, ils ont la partie voiture et la partie moto et en fait, ils m'ont tout de suite proposé d'être photographe officiel pour eux pour la partie moto toute la saison d'après. Du coup, j'étais en mode: «Bah, trop bien, du coup, ça va me donner une full saison de, 4 ou 5 courses, même 5 ou 6 et du coup, là, j'ai vraiment pu prendre mes marques, retourner sur les circuits une fois tous les 2 mois, donc ça devenait vraiment quelque chose de plus récurrent, où j'ai pu progresser et ensuite, début 2022, je connaissais déjà un peu la Formule E, mais pareil, ce système d'accréditation dans les courses européennes, c'est encore plus «compliqué» entre guillemets à trouver et en fait, je suis tombé, sur la Formule E. J'avais un ami à moi qui travaillait là-bas. Je lui ai demandé, comment ça se passait un peu les accréditations pour médias. Il m'a parlé de cette plateforme d'accréditation et j'ai fait ma demande un peu, random c'est passé. Du coup, c'était en 2022 pour Monaco et du coup, là, c'était ma première fois en Formule E, c'était vraiment cool d'ailleurs, 1 ou 2 semaines juste avant, j'avais fait, le GT Worlds, également. Du OK. coup, là, pour le coup, j'étais pas passé par le championnat, mais j'étais passé par Manicourt. J'avais contacté D'accord. directement Manicourt par mail et je leur avais demandé s'ils cherchaient un photographe, pour avoir des photos de l'event du week-end et du coup, je me suis fait accrète directement par le circuit, du coup, qui était une première je savais pas trop qu'on pouvait faire ça et du coup, c'est un peu comme ça que ma première saison un peu européenne où j'ai fait le GT Worlds, Monaco en Formule E et juste après, j'avais fait Formule E à Londres. Du coup, tout ça en 2022 et c'est un peu comme ça que c'est venu, les courses européennes. Oui, c'est, tu as vraiment eu les accès qui t'ont permis après, d'accéder aux grands championnats, en fait. C'est ça. Après, une fois que j'ai fait la Formule E, je me suis dit: «OK, là, je touche à un championnat un peu européen, des voitures un peu cool» et du coup, c'est là où j'ai vraiment construit mon portfolio et je me suis dit: «OK, maintenant, la prochaine étape, je sais comment avoir des accréditations. Les championnats européens, je sais comment ça marche. Comment on fait pour accéder en Formule 1?» Je pense qu'on a tous «envie» entre guillemets de photographier de la Formule 1 à un moment donné et du coup, je me suis dit, comment j'ai fonctionné un peu auparavant. Donc j'ai trouvé la plateforme média de la F1, mais la F1 n'accrédite pas des indépendants la F1 accrédite seulement des médias. Dans mon déroulé, je me suis dit: «Je vais contacter pas mal de médias». Donc pendant un an, j'ai essayé d'en contacter énormément, mais sans suite et un jour, il y a un média qui m'a répondu, qui m'a dit qu'il était chaud et qu'ils avaient une place de libre, pour Barcelone en 2023 et du coup, c'est comme ça que c'est venu, la Formule 1. Au début, c'était vraiment une évidence la photo ou tu as eu des envies à certains moments, d'être journaliste ou travailler dans une équipe, à un poste précis, des choses comme ça ou pas du tout? Moi, à la base, je fais du graphisme, donc j'ai fait des études de direction artistique, donc vraiment rien à voir avec la photo. Donc
Donc c'est toujours un truc que je fais en parallèle. Mais ouais, la photo, ça a toujours été une évidence, hein, entre guillemets. Depuis le premier événement que j'ai fait, les premières photos que j'ai prises, je me suis toujours dit que j'étais vraiment pas trop mauvais pour ça. Et pareil, la première fois que je suis arrivé sur un circuit, je me suis pas trouvé mauvais du tout. Et du coup, c'est un peu comme ça. Je pense que quand t'es bon et que t'es passionné à quelque chose, bah, t'as forcément envie de continuer. Donc ouais, non, c'était un peu une évidence de continuer dans cette direction de la photo. Après, j'ai également fait beaucoup de vidéos pour des championnats de moto, par exemple, même des championnats de voiture. Et tu parlais, de «l'obstacle» entre guillemets de trouver comment faire pour avoir une accred. Est-ce qu'il y a d'autres obstacles que tu pourrais, mentionner, qui t'ont vraiment bloqué? Que ça soit, matériel, le fait que ça soit un peu international le sport auto? Je pense qu'il y a plein de choses, auxquelles je vais pas peut-être pas spécialement penser, mais rien que le fait de parler anglais. Bon, je parle très bien anglais, mais je pense qu'il y a pas mal de personnes qui ne parlent pas très bien, donc c'est compliqué. Après, il faut des moyens financiers parce que les premières courses, tu les payes souvent à tes frais. Oui, il faut énormément se déplacer. Pareil pour le matériel. On dit souvent en photo que le matériel ne fait pas le photographe. Ça aide. On peut pas rester à un appareil photo très bas de gamme pour aller shooter de la F1 tous les week-ends car les prérequis ne sont pas les mêmes. Tu vas pouvoir faire une ou deux belles photos, mais les prérequis, le nombre de livrables que tu dois rendre sur un week-end n'est pas jouable avec petit matériel entre guillemets. Donc je pense qu'il y a énormément de contraintes. Également, ça peut être bouché à un moment donné. Je sais pas, tu es italien et il y a des médias italiens. Ce qu'il faut, c'est deux trois médias italiens, ils ont déjà leur photographe. Donc bon, après, tu trouves toujours un moyen et je pense que toute bonne chose arrive au bon moment. Si on travaille bien, je pense que c'est un peu, ça va arriver, quoi. Et du coup, comme on voit sur ton Insta, tu es un peu, tout le temps à l'autre bout du monde. Comment tu arrives à gérer, tout en même temps, les déplacements, les longues heures de travail, la vie perso? Comment tu fais? En vrai, ça va, j'arrive à assez bien allier le tout. J'ai l'avantage de pouvoir dormir dans l'avion, à l'instant T où je pose mes fesses sur le siège, du coup, je me repose énormément. Sinon après, ouais, je vis avec ma copine, donc ça aide aussi, c'est pas une relation à distance. Du coup, quand je rentre, je peux la voir, même si parfois j'aimerais avoir un peu plus de temps pour moi, mais je pense que ça fait aussi partie du jeu. Et sinon, non, moi, je le vis plutôt bien d'être à l'étranger. J'ai toujours été un solitaire et j'aime bien être tout seul, donc ça me dérange absolument pas de voyager à travers le monde. Non, moi, en vrai, j'y trouve pas trop de problèmes. Je vois moins ma famille qu'avant, mais j'ai jamais été quelqu'un de très famille. J'appelle toujours mes parents au téléphone tous les jours, mais j'ai pas la nécessité de les voir. Ils ont pas la nécessité, entre guillemets, de me voir non plus. Donc en vrai, j'arrive à plutôt bien concilier le tout. Bon, là, on arrive sur la fin de saison, donc je commence à être un peu fatigué quand je rentre de voyage maintenant, mais en vrai, ça va. Je commence à bien m'en sortir. Surtout que tu as la chance de faire un métier passion, donc il y a moins de contraintes que les autres métiers où on est obligé de se forcer et cetera. Ouais, je me force pas. Enfin, moi, quand je vais au circuit tous les jours, même si le jeudi est un peu plus chiant parce qu'il y a pas de voiture en piste, mais overall, non, je kiffe tout ce que je fais. Enfin, il y a des journées au circuit où je peux commencer, 8-9 heures en allant au circuit et je peux finir à 4 heures du matin parce qu'en fait, de minuit à 4 heures, je postais juste mes stories Instagram. Il y a aucun autre photographe qui le fait et moi, c'est juste mon kiff de me dire: en fait, ça, c'est mes belles photos de la journée. Je les partage et j'espère que les gens vont kiffer aussi. Donc en vrai, pendant des week-ends de F1, je vais prendre l'exemple de Monaco cette année, j'ai dû dormir 2 heures dans tout le week-end juste parce qu'en vrai, j'étais trop content de toutes mes photos de la journée. Du coup, je passe un max de temps à les retoucher et un max de temps à les poster sur Insta. Donc, tout en rendant les photos pour mes clients, mais du coup, c'était un tout où j'étais à la fin du week-end. Ok, je suis fatigué, mais j'ai quand même passé un bête de week-end et je suis trop content de ce que j'ai fait. Donc, ouais, quand on aime, on compte pas trop. Et comme tu viens de dire, du coup, tu travailles pour toi, mais aussi pour les autres. C'est quoi comme type de prestation que tu fais? Tu travailles pour plusieurs personnes sur un week-end ou une personne? Comment ça se passe? Ça peut dépendre d'énormément de week-ends. J'ai travaillé par exemple pour un championnat, ça s'appelle les Masters Historic Racing. Du coup là, je bossais directement pour le championnat. Ça m'est arrivé de bosser en Endurance World Championship, du coup la moto en endurance, où du coup je bossais pour un client, mais ce client avait 8 ou 10 équipes. Du coup on devait faire des vidéos pour ces 8 ou 10. En F1, je travaille pour mon agence qui s'appelle Overtake Agency. Et du coup on a un gros client qui est Tiroff et Hydro, où du coup on leur fournit des photos tout le week-end, mais en même temps on vend ces photos à la presse. Du coup on les met sur notre site internet, on les met sur des banques d'images et après les gens viennent piocher. Donc il y a des week-ends on en vend énormément, d'autres un peu moins, mais ça fait un peu partie du jeu, quoi. Et en tant que photographe sur le circuit, est-ce que, tu as une relation particulière avec les équipes ou les pilotes? Non, moi j'ai pas de relation particulière. Enfin, je connais du monde dans le paddock, je connais d'autres photographes, des journalistes, certains membres d'autres équipes, mais avec les pilotes en eux-mêmes, j'ai pas de relation. Bien sûr, il y a des pilotes qui sont plus simples à prendre en photo que d'autres. Après ça dépend aussi des périodes. S'il vient de faire une très mauvaise course, la course d'après, ça va être plus chiant. Donc non, overall, ça peut un peu varier. Bien sûr, quand Hamilton rentre dans le paddock, il y a toujours 60 photographes qui l'attendent, ce qui rend la chose un peu plus difficile qu'un Colapinto. Mais ouais, overall, c'est un peu ça. Oui et du coup, il y a de plus en plus de monde dans le paddock parce qu'il y a avec Drive to Survive justement, il y a eu, un pourcentage de fans, vraiment important en plus et du coup de personnes qui veulent se faire ce métier. Est-ce que c'est pas arrivé actuellement une limite dans le paddock ou sur le circuit où
il y a trop et justement, c'est un peu bouché pour les gens qui veulent rentrer maintenant? Je pense que la F1 en termes de médias, est pas bouchée, mais il commence à arriver sur une limite où, bah, tous les media centers sont remplis. Donc ça veut bien dire que, bah, c'est plein et que, bah, ils doivent sûrement refuser d'autres personnes. Donc, après dire que c'est compliqué de travailler, non, parce qu'en fait, c'est bien fait. À Monaco, il va y avoir moins d'accrédités que, sur un circuit comme le COTA où le media center est 10 fois plus grand. Donc, tout est bien géré, hein, et puis quand tu es sur le circuit, ça m'arrive rarement d'être avec, 5-6 photographes au même spot. On y va tous à des heures différentes. Le circuit est grand, donc on se marche jamais vraiment sur les pieds et à part si on les attend tous à l'entrée du paddock, les pilotes. Bon, le matin, c'est vrai qu'on est énormément, mais on est photographe de sport automobile, on n'est pas spécialement des photographes, fashion où on attend, le pilote qui rentre, donc ça va. Et maintenant, on va parler un peu plus de tes photos. Qu'est-ce qui, dans les courses, n'importe lesquelles, qu'est-ce qui t'attire l'œil et tu te dis: «Ah ça serait bien à photographier»? Et en gros, du coup, quand je connais pas le circuit, ce que je vais faire, c'est que déjà, je vais, télécharger la map du circuit en PNG sur internet, je vais le foutre dans Photoshop et je vais aller regarder un maximum de photos des années précédentes pour regarder un petit peu les spots, à quelle heure les gens y sont allés et me faire un peu une idée globale. Du coup, en fait, je vais un peu replacer toutes ces photos sur une carte. Comme ça, en y allant sur place, je sais à peu près comment ça marche. Mais ensuite, le jeudi, du coup, quand j'ai un peu de temps libre, je vais faire un tour du circuit en intérieur, un tour du circuit en extérieur et là, en fait, sur mon téléphone, je vais avoir la petite map et je vais mettre des petits points rouges là où je pense que les spots vont être intéressants. Et du coup, c'est un peu comme ça que tout mon déroulé de OK, où est-ce que je veux aller, à quelle heure. Et du coup, comme ça, le jeudi soir, quand je rentre, j'ai ma map avec mes petits points rouges des spots que moi j'ai vus IRL. Également les passages, comment passer intérieur-extérieur, comment y aller. C'est important de tout prévoir en amont. Et plus du coup les photos que j'avais repérées des années précédentes, en fait, je fais un peu un mix de tout le jeudi soir. Et je me dis, OK, la FP1, je vais aller là, et ainsi de suite. Et est-ce que tu as une préférence des voitures, photographier les pilotes, les backstage en action? C'est quoi que tu préfères? Moi, c'est les voitures en piste, ou être dans la pit lane. En vrai, j'adore être dans la pit lane, c'est plutôt cool. Je pense que je suis un grand fan depuis un peu toujours, de casques, des designs des casques. Donc ça rejoint un peu mon côté designer et du coup, c'est pour ça être dans la pit lane, tu es vraiment proche des casques et c'est vraiment cool. Donc après, je pense que on aime tous photographier la Ferrari parce qu'elle est rouge et c'est mythique et il y a Hamilton dedans. Mais après, toutes les voitures sont vraiment cool à photographier. Enfin, elles ont toutes un peu leur spécificité, même si, par exemple, la stack, elle est verte et noire. Bah, en fait, c'est un peu original parce qu'il y en a aucune qui est comme ça. Du coup, à certains moments, ça va être plus simple de la retoucher, ça va être plus cool. Du coup, c'est un peu comme ça que, j'aime un peu tout. Est-ce qu'il y en a justement, au contraire, qui sont difficiles à photographier par leur couleur, les reflets qu'il peut avoir? Non, pas spécialement. En vrai, enfin, si j'arrive très bien à photographier la Mercedes dans un virage, j'arriverai très bien à photographier toutes les autres voitures. OK, il y a pas de différence, sur ça. Durant le week-end de course, il y a plusieurs moments. Est-ce qu'il y a un moment que tu préfères? Les qualifs, la course, le podium? Le moment que je préfère, c'est le vendredi, toute la journée, parce que c'est là où, du coup, tu as le plus de roulage. Du coup, ça fait 2 heures. Si tu comptes le samedi, ben tu en as un petit peu moins parce que tu as 45 minutes de qualif plus 1 heure, donc ça te fait qu'1 heure 45. Puis les qualifs, ça roule pas pendant 40 minutes et la course, ça roule tout autant, tu vas me dire, plus ou moins. Mais le problème, c'est qu'on doit rentrer vers la moitié de la course, au parc fermé, du coup, pour, attendre la célébration. Du coup, en fait, je préfère le vendredi car d'une, on a le plus de temps de roulage et de 2, la session du vendredi, la FP2, c'est celle qui se finit le plus tard dans le week-end. Du coup, c'est là où tu vas avoir la plus belle lumière aussi. Au-delà du championnat de F1 et des autres que tu as fait, qu'est-ce qui te procure le plus de ta satisfaction dans ce que tu fais? L'action, l'accessibilité, l'ambiance, le fait de vraiment faire les photos? Ouais, moi, c'est juste faire de la belle image. Moi, c'est ça qui me fait kiffer. Enfin, si tu mettais les F1 sur le pire circuit du monde, sans paddock, ça m'irait très bien aussi, quoi. Et est-ce que tu as une approche différente en fonction des championnats que tu couvres? Ça va dépendre du client que j'ai, bah, de ses besoins. Mais sinon, non, j'ai pas spécialement d'approche différente. Je vais construire mes spots, sûrement différemment selon aux heures à laquelle ça roule. Mais, globalement, quand ça roule en piste, moi, je suis là pour faire mes photos et faire les plus belles. Donc, ça me change pas spécialement grand-chose en vrai. OK, OK. Et avec toutes tes expériences, du coup, est-ce qu'il y a un moment inattendu ou une anecdote que tu pourrais nous raconter, que tu as vécu? J'en ai 2. J'en ai une, de photo que je me rappelle avoir fait, du coup, ma première année en Formule E à Londres. Du coup, j'étais à peu près au niveau du premier ou deuxième virage et en gros, ça fait un S et après c'est un 90 à droite et il y a un pilote qui se plante dans le mur et du coup, après, il va pousser sa voiture en arrière. Du coup, j'ai vraiment lui qui est en train de pousser sa voiture. Du coup, ça, c'était vraiment une photo assez marquante que j'ai eue. Sinon, la deuxième, c'est le crash de Pérez à Monaco, parce qu'il m'a littéralement crash dessus. Je m'en rappelle assez bien. Et du coup, ouais, c'est un peu mes 2 petites anecdotes. Un peu déçu du crash de Pérez, c'était très impressionnant en vrai, parce que tu te rends pas compte à quel point, en fait, quand tu le prends en photo, le mec est juste en train de spin. Donc en fait, dans ta tête, c'est pas comme s'il était en train de faire un gros crash. Du coup, tu as un peu de temps avant de savoir qu'il va vraiment arriver vers toi. Et puis après, quand il tape, tu sais plus où tu es parce qu'en fait, ça fait un bruit de fou. Tu es sous adrénaline et une fois que tu es un peu redescendu, tu te dis: «OK, est-ce que j'ai mal? Est-ce que j'ai un truc de cassé?» Au final, j'avais des petites égratignures sur mon objectif photo, donc qui était un peu chiant. J'en avais quelques-unes sur le bras.
mais overall, ça va. Quelle est pour toi la plus belle photo que tu as fait, pour l'instant, de toutes les compétitions confondues? J'en ai plusieurs, en vrai, j'ai deux trois beaux filets que j'ai réalisés, dont un de Albon en 2023 au Mexique, où du coup, en fait, tu as la voiture et c'est très compliqué à expliquer visuellement, donc j'espère que si tu mets cet extrait, tu mettras la photo. Et du coup, en gros, c'est un gros filet que j'ai fait en 1/4 de seconde et la voiture, c'est comme, en fait, s'il y avait un fluide qui, s'envolait derrière elle et l'image est vraiment très bleue, très bleutée de la Williams, qui est vraiment cool. Et sinon, l'une de mes préférées que j'ai faites, c'est Hamilton, quand il embrasse son trophée à Silverstone, parce que, bah, ça faisait longtemps qu'il avait plus gagné avec Mercedes. Techniquement, c'est la vraie dernière célébration qu'il a eue avec eux, ou si je dois en garder une, je garderai peut-être celle-là. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message sur Instagram il y a pas longtemps, il m'a fait: «Ouais, elle vient de toi cette photo?» J'ai fait: «Ouais» et je fais: «Pourquoi?» Il me fait: «Bah, parce que je me le suis tatoué sur le bras». Ah oui, quand même! Chanel. Super drôle. En mode OK. Pour revenir à la photo d'Albon, en filet, on voit beaucoup ta c'est vraiment ta patte de faire des photos filées. Qu'est-ce que tu aimes dans le fait de faire des photos filées? Parce que, ça fait vraiment un style particulier et c'est super intéressant. C'est tout ce côté un peu artistique, derrière et c'est surtout que tu prends ta caméra, tu fais un filet, elle est parfaite direct. En fait, c'est vraiment de la répétition et beaucoup d'acharnement, mais aussi comprendre. Parce que de temps en temps, tu vas faire des filets, la photo va être belle, mais tu vas pas spécialement comprendre pourquoi. Parce qu'en fait, le concept, d'un filet très artistique, donc on va dire, 1/4 de seconde, c'est qu'en fait, tu vas suivre la voiture le plus longtemps possible, donc jusqu'à 0,388 et après au dernier moment, tu vas bouger ta caméra très vite dans un sens et c'est ça qui va faire que ta voiture, elle est plus ou moins visiblement nette, mais que tu as tout ce truc, autour. C'est plus par, une passion, en fait, de tout ce côté un peu artistique, car souvent, en plus, les couleurs se mélangent, donc j'aime beaucoup jouer avec les couleurs. Donc je pense que c'est pour ça que j'aime autant défiler, parce qu'après quand je fais un spot, les photos statiques, tout le monde peut faire des photos statiques. Enfin, tu peux trouver l'angle, il faut le trouver et il faut qu'il soit bon. Mais une fois que tu as l'angle, tu fais toutes les voitures dans le même virage, tu as plus besoin de les prendre 50 fois. Donc ensuite, tu peux t'amuser un petit peu à faire des filets où c'est là, du coup, le côté un peu créatif qui rentre. Et puis, tu as différents types de filets, des filets à moyenne basse vitesse, très basse vitesse. Donc, ça va te donner plein d'effets différents. Et c'est ça que j'aime beaucoup. Ouais, ça te permet de t'amuser en dehors des, photos, Ouais, «lambda» entre guillemets. exactement, ouais. Et pour parler du sport, auto en général, en ce moment, il y a beaucoup de changements avec, surtout la nouvelle réglementation qu'il y aura l'année prochaine, les changements de pilotes, une nouvelle écurie. Comment tu les vis de l'intérieur en tant que photographe? Non, nous, on s'en tape un peu complètement, du moins pour cette fin d'année. L'année prochaine, bah, ça va être plus cool puisque du coup, tu auras 2 voitures de plus à photographier. Mais non, sinon après, il va y avoir beaucoup de photos techniques à faire au début de l'année pour que, nos différents clients, ils aient ces photos, pour qu'il y ait des comment on appelle ça? Des articles, pour que les journalistes, ils étudient les changements des réglementations. Donc, ça va nous changer un petit peu les choses en début d'année prochaine, mais globalement, ça ne change rien hormis le fait qu'il y ait 2 voitures de plus à photographier. OK, et vu que l'année prochaine, du coup, pour les essais, il y a plusieurs sessions, dont certaines qui sont privées, est-ce que tu pourras participer ou il y aura juste les sessions, vraiment retransmises où tu auras accès? Alors ça, on n'a pas encore, l'info, du coup, moi je l'ai pas encore. Barcelone, du coup, je sais pas si les médias y ont accès, je ne pense pas. Mais en tout cas, les 6 jours à Bahreïn, si je dis pas de bêtises, ça, on y a accès, comme tous les ans. Pour entre guillemets «finir», cette discussion, qu'est-ce que tu donnerais comme, conseil aux personnes qui veulent être, photographes? Que ce soit en termes, d'objectifs, d'obstacles, mais également de matériel à avoir et pour progresser? Pour commencer, pour le matériel, je pense que ça va dépendre énormément du budget. C'est compliqué de choisir quel matériel. Il faut bien se renseigner déjà avant de choisir un appareil photo sur les différentes marques et leurs pattes de fabrique un petit peu. Moi, je sais que j'aime énormément Canon, parce que leur couleur, est très, très sympa en termes de photos, que je trouve, meilleure que Sony et Nikon. Mais Sony est beaucoup mieux en vidéo, donc si tu as envie de faire un peu vidéo et photo, peut-être qu'un Sony est plus adapté. Donc ça va vraiment dépendre, de tes envies à long terme, de ton budget et aussi regarder, je pense pas mal de reviews sur internet. Moi, c'est ce que j'ai fait pour choisir mon premier appareil. Du coup, c'est un peu ça et après pour avoir ses premières accréditations ou peu importe le domaine qu'on veut faire dans la photo, je pense que le plus important, c'est juste d'être passionné. Si tu es passionné, au bout d'un moment et que tu travailles dur, ça finira par payer, j'ai aucun doute là-dessus. Donc c'est vraiment être passionné par ce qu'on fait et ne pas vouloir le faire, «Oh putain, j'ai trop envie d'aller dans le paddock, donc je vais devenir photographe de F1», ça va pas trop marcher. Ou, «Je veux devenir photographe et juste devenir riche», ça va pas marcher. Parce que, je pense que dans tous les métiers, si tu veux que le temps n enfin, que tu vois pas le temps passer, il faut juste être passionné par quelque chose. Oui, c'est, la persévérance et la motivation qui comptent, beaucoup. Ouais, Et je totalement. pense que les gens le ressentent aussi, et c'est pour ça qu'ils contactent ou, finalement ils disent: «Ah bah, je vais choisir telle personne plutôt qu'une autre», et cetera. Ouais, très certainement. OK, bah, super. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter ou c'est bon pour toi? Non, moi, c'était cool, encore merci de l'invitation. Ouais, c'était cool, de parler un petit peu avec toi de tout ça et OK, bah, merci beaucoup et merci de nous avoir écoutés. On se retrouve mardi prochain pour un prochain épisode.